présenter tes travaux sur le modèle checking sur architecture multiprocesseur. Bonjour, merci Monsieur le Président, merci jury. Je vais vous présenter mes travaux intitulés Model Checking sur des architectures multiprocesseurs. D'abord le contexte de ce travail, c'est dans le projet TopCase, c'est un atelier d'ingénierie système qui comprend des outils pour faire tout le développement de systèmes critiques, depuis le modélage jusqu'à la génération de code. Et entre ces outils, il comprend aussi des outils pour faire la vérification formelle des systèmes. Nous, on s'intéresse plutôt pour le model checking explicite. La motivation de cette thèse, c'est faire ce type d'approche en parallèle. Et pourquoi le faire en parallèle? Parce que c'est une approche très technique, très exigeante en termes de mémoire et de pouvoir de calcul. Donc, juste pour donner des chiffres réels, avec une autre implémentation en séquentiel, pour un exemple de 400 millions d'états, on prend à peu près autour de 3 heures quelques, et avec 16 threads, on peut le faire déjà en 14 minutes. Dans cette thèse, nos travaux, on a utilisé cette machine qu'on appelle amicalement de Bluetooth. C'est une machine multiprocesseur. Pourquoi? Parce qu'elle a plusieurs processeurs, dans ce cas dual-core, et à chaque processeur, on a une partie de la mémoire attachée, mais la mémoire, elle est partagée par tout le monde, mais de façon non uniforme. Donc, pour ce type de machine, c'est intéressant de prendre en compte la localité de la donnée. Pour parler un peu de l'approche de model checking, c'est une approche très flexible parce qu'elle nous permet de faire la vérification formelle automatique. Ça veut dire on peut confronter la description d'un système avec des exigences. Dans notre cas, on veut le faire en parallèle, c'est le but principal de ce travail. Et on va suivre deux objectifs principaux. C'est qu'on veut mettre aucune restriction. Ça veut dire on cherche une approche boîte noire. On ne veut pas mettre des restrictions sur le modèle, sur les classes des systèmes qui nos approches va marcher. Et le deuxième objectif, c'est que ça soit compatible avec les techniques de partage en parallèle pour avoir la meilleure utilisation de la machine. Bon, les contributions de la thèse, c'est qu'on donne de nouvelles approches pour faire la construction d'espace d'état en parallèle. Aussi un algorithme performant pour faire le model checking en parallèle et aussi une nouvelle approche pour faire la vérification probabiliste. Et on a implémenté tout ça dans un outil qu'on appelle Mercury. C'était un environnement qu'on a fait pour tester les algorithmes qu'on a développés dans cette thèse. Bon, voici les sommaires de la thèse. Ici, la première partie, c'est la construction d'espace d'état, suivie par les modèles checking en parallèle. Après, je vais présenter nos expériences en vérification probabiliste et à la fin, les conclusions. Bon, la première partie, la construction d'espace d'état. La construction d'espace d'état, c'est le premier pas pour faire le modèle checking, pour faire la vérification des exigences. Elle commence par une exploration d'un système. Ici, j'ai mis un jeu très connu par les informaticiens, c'est le Sokoban. Et comment on fait l'exploration d'un jeu comme cela, par exemple? Ça, c'est l'état initial, c'est le début. Après, on commence à chaque fois qu'on bouge les bonhommes, on va avoir un nouveau état, jusqu'à qu'on explore tous les états possibles du système à l'exhaustion. Donc, comment on va faire en parallèle? Il faut qu'on partage cet espace d'état entre les process. Par exemple, on peut mettre un process pour s'occuper de cette partie et un autre process pour s'occuper de l'autre partie. Le problème de faire ça en parallèle, c'est que ni les tailles et ni la forme de cet espace, on les connaît en avance. Donc, par exemple, pour ce type d'espace d'état, c'est très difficile de les partager. Même si on a plusieurs processeurs, on n'aura pas en accélération. Heureusement pour nous, les systèmes concurrents, ça tombe dans ce cas-là, qu'il y a beaucoup des activités concurrentes et c'est plus simple de faire le partage entre multiprocesseurs. Donc, parler un peu de l'état de l'art des approches de construction d'espace d'état. L'approche plus répandue, c'est la partition statique. L'idée, c'est que chaque thread, chaque process, il a sa propre structure de données. Les états sont stockés de façon locale. On a une fonction mathématique pour dire à qui appartient un état. Par exemple, quand un process il trouve un nouveau état, si cet état lui appartient, il va le travailler. Sinon, il va envoyer à le process qui il appartient. Donc, les points forts de cette approche, c'est la simplicité d'implémentation et ça donne de bons résultats. Les points négatifs, c'est que la plus grande partie du temps, on va passer en train d'envoyer des états d'un process vers l'autre.
Déjà, on a la partition dynamique, c'est très intéressant pour les mémoires à mémoire partagée, pour les machines à mémoire partagée, parce qu'on peut avoir une structure concurrente qui est partagée par tout le monde, et tous les threads et tous les process, elles ont le droit d'accéder à cette structure. Les points positifs, c'est qu'on peut mettre en place des politiques de partage dynamique. Par exemple, les vols de travail. Quand un processeur il a plus des états à travailler, il peut commencer à voler des états des autres processeurs. On peut mettre aussi un pool partagé de travail pour les processeurs. Les points négatifs, c'est que l'implémentation est plus complexe. Il faut prendre en compte déjà la granularité des verrous et on perd un peu le contrôle sur la localité de la donnée parce qu'on ne sait pas trop où elle est placée, déjà que la mémoire est complètement partagée. Dans les contextes de nos travaux, on a cherché une approche intermédiaire entre les deux. Pourquoi? Comme on cherche des algorithmes pour machines multiprocesseurs, on a trouvé intéressant d'avoir des structures de données locales. Mais on ne voudrait pas avoir une implémentation complexe avec beaucoup de verrous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pensé à une approche pour isoler ces structures locales avec un mémoire partagé plus simple, une structure de données partagée plus simple par tout le monde. Une structure partagée qu'on pourrait l'implémenter avec des opérations, par exemple, atomic swap, et qu'on n'a pas besoin de verrous plus lourds. Dans notre travail, on va travailler avec la partition de travail, vol de travail, work stealing, et on va proposer deux approches. D'abord, on va commencer avec la générale, et après, on va faire une amélioration qu'on appelle mixte. On va commencer par la générale. Dans ces contextes, avec cette architecture, on a mis au milieu, pour l'espace partagé des mémoires, une structure qui s'appelle Bloomfilter. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un Bloomfilter pour comprendre comment ça marche cet algorithme. Le Bloomfilter, c'est une structure de données qu'on appelle probabiliste. On a en gros deux paramètres qu'il faut donner au début. D'abord, c'est la taille de cette Bloom. C'est le nombre de bits, parce que c'est un vecteur de bits. Et le deuxième, c'est le nombre de clés qu'on va insérer. Une clé, en fait, elle va nous donner la position qu'on va insérer un bit. Par exemple, dans ce cas, si on veut insérer l'élément X, on a besoin de 3 clés. La première clé nous donne la position 3. Ensuite, on va mettre un bit dans la position 7 et ensuite la position 9. On peut voir déjà, c'est une structure très simple d'implémenter. Et les points positifs, c'est qu'elle est très performante en termes de mémoire. Elle n'utilise pas trop de mémoire. Bon, après, pour savoir si l'élément X il fait partie de Bloom, il suffit de regarder que tous les bits qu'on a, toutes les clés ici, sont déjà les valeurs 1. Bon, les problèmes d'utiliser un Bloomfilter, c'est qu'il y a des fois qu'on essaye d'insérer un élément et on tombe que toutes les positions des clés sont déjà les valeurs sont déjà 1. Le problème, c'est que dans ces cas, on ne sait pas s'il fait vraiment partie de Bloom. Pour le Bloom, il va répondre qu'il fait partie, mais en fait, c'est un faux positif, cette réponse. Et comme on a basé notre exploration avec une structure comme le Bloomfilter, le problème, c'est qu'on va avoir à la fin une vue incomplète, si on fait confiance qu'au Bloomfilter. Et donc, on a mis en place un algorithme multiphase pour avoir à la fin une vision exhaustive de l'espace d'état. On appelle ça une vision spéculative parce que d'abord, on explore et à la fin, on fait un deuxième passage pour voir si ces états, si on n'a pas raté des états. Parce que si on rate un état, on va aussi rater tout un chemin d'état après cet état. Juste pour expliquer un peu comment ça marche, chaque fois qu'un process il trouve un état, il va demander au Bloomfilter s'il est nouveau ou pas. Si le Bloomfilter dit que c'est nouveau, il va mettre dans un arbre qu'on appelle state tree. Si le Bloomfilter dit qu'il n'est pas nouveau, on va mettre dans un arbre qui s'appelle collision tree. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas trop confiance au Bloom. Donc après, quand on finit l'exploration basée sur le Bloomfilter, on va faire un nouvel passage on va confronter ces arbres de collision tree avec tous les arbres de state tree pour chercher des fausses positifs. Si on trouve des fausses positifs, on va recommencer l'exploration. Donc juste pour récapituler, on explore d'abord. Si à la fin, on a un arbre de collision tree qui n'est pas vide, on va faire cette résolution de collision. Si à la fin de la résolution de collision, on trouve des fausses positifs, on recommence l'exploration. Les profils d'exécution qu'on cherche, c'est un peu ça. Et à la fin, on voit qu'on va converger à la terminaison. Je vais vous donner les résultats qu'on a eu avec cette approche.
D'abord, les critères d'analyse qu'on cherche à analyser ici, c'est le temps d'exécution. L'accélération comprend le temps séquentiel et on divise par le temps quand on utilise plusieurs threads. Et l'empreinte mémoire, c'est très important, surtout dans le domaine des modèles checking. Donc, on ne cherche pas un algorithme qui impose un overhead en parallèle beaucoup plus élevé qu'un algorithme séquentiel. Bon, ici, on montre une accélération relative, un speed-up relatif. On voit avec un thread et après qu'on augmente jusqu'à 16 threads. On a une bonne accélération, mais l'empreinte mémoire, elle n'était pas très intéressante. Les arbres colligentrés, on arrive à voir beaucoup plus de collisions pendant l'exploration que même des états. Et pour les modèles checking, c'est intéressant d'économiser de la mémoire. Donc, on a réfléchi en façon d'améliorer cet algorithme et pas dépenser de la mémoire avec des collisions. On a mis en place une approche qu'on appelait une approche mixte. L'idée, c'est qu'on a mis au milieu un tableau de localisation, qu'on appelle tableau de localisation, et chaque thread, dans ce cas, il utilise des tableaux de hash. Quelle est l'idée de cette approche? C'est qu'avant, en Bloomfilter, il pourrait donner deux réponses justes. Cet état était nouveau et cet état était vieux. Mais quand il disait vieux, on n'avait pas trop de confiance dans les Bloom. Bon, maintenant, ce tableau de localisation, il est possible de répondre si c'est vieux, à qui il appartient. Avec cette information, on peut tout de suite, un process peut interroger l'autre process pour savoir si cet état il est vraiment vieux ou si c'est un faux positif. Bon, je vais expliquer un peu le tableau de localisation et après je vais donner un exemple comment ça marche. Les tableaux de localisation, c'est juste un table de localisation, c'est juste une table qui fait une association entre un élément, étant donné, avec un identifiant, avec son identificateur à qui il appartient. Dans cette table, on va garder deux informations. D'abord, à qui il appartient et un valeur de hash pour accélérer un peu, pour diminuer le nombre d'accès. C'est un sort de hash table parce qu'on va limiter les tentatives d'insertion. Et comme le Bloomfilter, il peut donner aussi des faux positifs. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir à qui il appartient pour répondre à cette question tout de suite. Comment faire l'insertion d'un identificateur dans la table de localisation? Par exemple ici, on a un process, il va insérer un élément X. D'abord, il fait un hash, par exemple 17, il fait un mapping dans ce tableau, il va prendre la première position. Quand il prend cette première position, il va mettre son identificateur et son hash 17. Ensuite, on va dire qu'il vient un autre process, il essaie d'insérer un élément X, par exemple. Il a cette hash 21 et la position 1 aussi. Comme il sait que les hashes sont différents, il sait que les deux ne parlent pas de le même état. Donc, il va chercher une nouvelle position pour insérer dans le tableau de localisation. On a un autre cas qui, par exemple, si un process, il n'arrive pas à insérer dans les limites des tentatives qu'on a mis. Dans ce cas, il n'y a que deux tentatives. S'il n'arrive pas à insérer jusqu'à la deuxième, il va envoyer cet état comme en collision à cette process-là pour le processeur 2 et c'est le processeur 2 qui va s'occuper de cet état. Bon, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui se passe par exemple si deux process, ils ont trouvé le même état au même moment? On a processeur 1 et processeur 2. Les deux vont essayer d'insérer son propre identificateur au tableau de localisation. Là, le tableau de localisation va donner cette position jusqu'à un process. Et dans ce cas, c'était le processeur 2. Comme réponse, le processeur 2 va recevoir la réponse, c'est un nouveau état. Par contre, le processeur 1, il va recevoir l'identificateur du processeur 2. Ça peut se passer qu'en même temps, le processeur 2 va tester si cet état il est vraiment vieux et pendant ce temps, l'état il n'était pas encore mis dans la table. Qu'est-ce qui va s'y passer? Il ne va pas trouver l'état. Donc, il va envoyer ça comme en collision et plus tard, le processeur 2 il va s'occuper de cet état. Donc, parce qu'il va voir qu'il connaît déjà cet état. Avec ça, on va éviter la duplication de travail. Bon, je vais vous donner des résultats maintenant. D'abord, on fait une comparaison avec notre implémentation générale, avec cette implémentation de table de localisation. Juste pour en parenthèse ici, on appelait général notre approche parce qu'on travaille, on peut changer les structures de données locales. On a fait une implémentation avec un arbre VL et aussi une implémentation avec des tables de hash. Pour les tableaux de localisation, on a fait deux tests, un avec k égale à 1,
c'est comme un vecteur qu'on va associer toujours un élément directement en position, ou sinon jusqu'à 4 essais d'insertion. On a fait aussi des comparaisons avec des applications classiques, par exemple la partition statique, un tableau protégé par Intel et un tableau non protégé pour des questions de performance. D'abord, la comparaison avec notre approche générale, on est à peu près 4 fois plus rapide. Et donc, ça montre que cette nouvelle approche, elle n'est pas qu'intéressante au niveau des mémoires, mais aussi d'un ensemble d'algorithmes, on est plus performant. Par rapport à la comparaison qu'on a fait avec les algorithmes classiques, ici, je vous montre l'accélération moyenne dans un benchmark qu'on a fait. On a un benchmark assez riche avec 8-9 modèles différents entre 100 et 500 millions d'états. On limite à 500 millions d'états plutôt à cause du temps, pas à cause de la mémoire, parce que on a assez de mémoire encore pour explorer plus des espaces d'état plus gros. Ici, c'est une accélération absolue. J'ai pris les meilleurs temps qu'on avait, c'était les temps avec le lockless, et on peut voir que pour l'accélération moyenne, toujours le lockless est plus rapide, mais après on voit que les solutions thread safe qu'on a, c'est vector et LT qui vient après. Après, on a TBB et les statiques. Donc, c'est sûr que le lockless a une réponse plus intéressante parce qu'il n'a pas d'overhead, mais n'est pas safe. Après, on a LT. Et par rapport à la distribution spatiale, les statiques, c'est toujours meilleur. Bon. Pour les conclusions, on a une approche boîte noire. Ça nous permet de travailler n'importe quel type de système et avoir des accélérations. On a des bonnes accélérations. Comme j'ai dit au début, l'accélération elle dépend un peu du système, de graphe, de type de système. Donc on a des espaces d'état qu'on a 90% d'accélération, d'efficacité, et des autres qu'on a moins. L'empreinte des mémoires, elle est petite. On la voit comme petite parce que, par exemple, dans l'exemple de Kanban, il prend à peu près 25 gigas de mémoire, mais l'empreinte mémoire, c'est moins de 4%. Ça, c'est l'overhead, le fait en parallèle de notre algorithme. Pour les travaux futurs, on cherche une approche on appelle ça verrouillage paresseuse à partir de l'ALT. Et l'idée, c'est encore baisser encore cette empreinte de mémoire. Bon, je vais commencer maintenant à présenter la partie des modèles checking. La partie des constantes d'espace d'état, c'est la première partie, c'est le premier pas pour faire les modèles checking. Qu'est-ce qu'on appelle ici modèle checking? C'est plutôt la capacité de tester des formules plus complexes. Ça veut dire, avec l'exploration de l'espace d'état, on peut tester des formules, par exemple, d'accessibilité. Savoir si un état il est possible d'arriver dans le système. Mais déjà, on s'intéresse aussi plutôt pour les comportements. Par exemple, des formules de vivacité. Savoir si pendant toute une trace, une propriété elle est vraie, par exemple. Ou sinon, on peut même demander si une propriété elle est inévitable d'arriver. Par exemple, dans ces cas, elle est fausse parce qu'il y a un cycle. Et donc, ça c'est la difficulté qu'on a dans ces cas, c'est qu'on a besoin de détecter des cycles. La détection des cycles, elle est très efficace quand on apprend le séquentiel. On a déjà des algorithmes très efficaces, par exemple Targent et les Nested DFS. C'est pas un problème le séquentiel, mais ces algorithmes, ils sont basés sur l'ordre d'exploration. C'est d'où en particulier avec l'ordre d'exploration en profondeur. C'est intéressant de détecter des boucles, par exemple avec un Nested DFS, parce qu'on peut les faire à la volée. On n'a pas besoin, par exemple, d'explorer tout un espace d'état pour si une formule est fausse. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut trouver des erreurs rapidement. La plus grande partie des approches qu'on a en parallèle, les algorithmes en parallèle, ils cherchent faire cette approche à la volée en parallèle. Les problèmes, comme j'ai dit, suivre un ordre en parallèle, c'est pas tout à fait évident. Un point négatif de ces approches, c'est que les pires cas, c'est que les cas quand la formule est vraie, ces algorithmes ne peuvent pas garantir qu'il y aura une accélération. Juste pour donner un exemple, on a ici cet algorithme MC. Les cas quand la formule est vraie, on peut comme la complexité elle est liée à le nombre de processeurs, on peut avoir des cas qu'on n'a pas d'accélération. Et aussi, ils sont appuyés sur l'accélération de la constante de l'espace d'état. Ils ne font pas de politique de partage pour la détection des boucles. Donc,
qu'est-ce qu'on a pensé pour faire notre algorithme? On a pensé d'abord qu'on voudrait bénéficier les cas quand la formule est vraie. Parce que la raison d'être des modèles checking, on va dire le principal argument de modèle checking, c'est assurer qu'un système il n'a pas d'erreur. Et pas le contraire, dire qu'un système pour trouver des bugs. Donc on voudrait bénéficier cette partie. Et la deuxième chose, on veut aussi bénéficier de l'empreinte mémoire. Un des trucs intéressants de travailler avec des machines multicore, multiprocesseurs, qu'on a beaucoup plus de pouvoir de calcul, c'est pour pouvoir bénéficier des aspects critiques d'un algorithme. Et dans ces cas, on va proposer un algorithme qui a plus de temps d'exécution, mais qu'on va occuper moins de mémoire. Parce que mémoire en modèle checking, c'est la différence entre avoir un résultat et avoir rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on a pris? D'abord, on a pris juste un sous-ensemble de formules CTL. En gros, par les moments, on ne supporte pas l'imbrication. On fait les modèles checking local. On veut juste savoir si la formule est vraie pour l'état initial. Et on cherche un algorithme, on a pris comme base un algorithme classique, c'est l'algorithme d'étiquetage. C'est l'algorithme classique proposé par Clark et Emerson. Et pour ne pas avoir de problème avec la détection de cycles, comme on ne cherche pas un algorithme à la volée, on a mis en place une stratégie qu'on appelle détection paresseuse de cycles, que les cycles, cette détection, ça sera fait au dernier moment. En fait, on la fait même pas de façon explicite, elle est faite de façon implicite. Dans ces contextes, on va donner deux versions de notre algorithme. D'abord, la différence entre ces deux versions, c'est par rapport aux graphes qu'on stocke pendant l'exploration. D'abord, on a un graphe, on va stocker les graphes inverses, c'est les graphes complets mais de façon inverse, qu'il a une complexité linéaire en temps et l'espace. Et on a une deuxième approche qu'on va insérer on va stocker un graphe plus petit, c'est qu'on appelle les graphes inverses parents. On aura une complexité beaucoup plus élevée, polynomiale, mais par contre, en complexité en espace, on va pas avoir besoin de stocker toutes les transitions. On va stocker une seule transition par l'état. Et je vais vous montrer après avec les résultats que ça fait une différence. Bon, qu'est-ce qu'on appelle par détection paresseuse? Par exemple, ici, si on a cette formule inévitable gagnée, d'abord, notre algorithme est divisé en deux étapes. D'abord, on va faire un parcours limité en avant. On va chercher les états où cette formule est vraie. Et à ces moments, on peut arrêter parce qu'on cherche un modèle checking local. Après, on commence la deuxième étape, qui est basée sur les graphes inverses. On va essayer de remonter, faire un parcours en arrière, jusqu'à arriver à la racine. L'idée, c'est qu'on va enlever les feuilles de cette graphe de façon récursive, jusqu'à qu'on arrive on va dire, enlever aussi la racine. Dans ce cas, on sait qu'il n'y a pas de boucle dans ces graphes. Si on arrête au bout d'un moment et on ne peut pas continuer, on sait qu'il y a un boucle dans ces graphes. Bon, je vais vous montrer un exemple comment ça marche. D'abord, par exemple, pour la formule inévitable gagnée, qu'elle est vraie dans ces cas, on va explorer d'abord en avant, limiter en avant. Après, on aura cette graphe inverse. Dans notre cas, pour que ça soit plus intéressant de le faire en parallèle, on ne fait pas de l'étiquetage de façon littérale sur les états. On travaille avec le nombre des successeurs. L'idée, c'est que là, quand on arrête, le nombre de successeurs, c'est 0. Et après, on commence à nettoyer cette graphe. On appelle ça nettoyage. Quand on commence à élever les éléments qui ont 0 nombre de successeurs. Et chaque fois qu'on enlève un élément, on peut décrémenter son pair. Et après, si on trouve un nouveau élément 0, on peut le nettoyer aussi et décrémenter son pair jusqu'à qu'on arrive à décrémenter la racine jusqu'à 0. Si on arrive à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de boucle dans cette graphe. Maintenant, on va parler de cette idée d'utiliser les graphes parents. D'abord, quel est l'effet? Bon, on a le parcours limité en avant. Ça, c'était les graphes inverses. Ça, c'est les graphes inverses parents. On va enlever toutes ces transitions qui sont en rouge et à la fin, on va rester avec cette graphe. On peut voir déjà que l'impact mémoire, ça sera beaucoup plus intéressant. On ne va pas avoir besoin de dépenser les mémoires avec cette transition. Mais on a une perte d'information. Et à cause de cette perte d'information, on va avoir une complexité des temps plus élevée. Je vais vous montrer un exemple pour montrer pourquoi. D'abord, à cause de cette perte d'information, on va garder une information en plus. On a deux informations maintenues par état, c'est le nombre de successeurs et aussi le nombre de fils
Et on a deux étapes, on appelle collecte et nettoyage. Bon, on a les graphes limités en avant. Après, on a les graphes inverses. On regarde ici, en rouge, c'est le nombre de fils. Par exemple, cet état ici, il a 2 fils, mais il a 3 successeurs. On regarde que l'information liée à cet état ici, elle est perdue. Comment on fait donc pour faire le parcours en arrière? On commence d'abord pour nettoyer les états qui ont 0 nombre de successeurs. Quand on nettoie un état, on décrémente son père. Et là, on a trouvé des 0 nombre de successeurs. On peut le nettoyer et on peut décrémenter son père. Mais dans ces moments-là, on ne peut plus avancer avec le nettoyage parce qu'on a des états, les états qui restent, ils ont des nombres de successeurs différents de 0. Dans ces cas, on utilise le nombre des fils, c'est l'information liée au graphe inverse parent, pour trouver des possibles candidats à faire le nettoyage. Mais pour ça, on sera obligé de régénérer ces successeurs pour regarder s'ils sont déjà nettoyés. Dans ces cas, comme ils sont déjà nettoyés, on peut aussi l'enlever et on fait la décrémentation. On aura les mêmes problèmes parce qu'on a perdu cette information-là. Donc, on va recommencer la phase de nettoyage, des collectes là. Et dans la phase de collecte, on va régénérer les 3 successeurs et on va voir qu'ils sont tous déjà nettoyés. Et dans ces cas, on peut aussi les nettoyer. Et là, on a fini, on sait qu'il n'y a pas de boucle dans ces graphes. Bon, pour les comparaisons, on a implémenté aussi des approches différentes. D'abord, l'approche inverse, parce que c'est l'approche que la détection des cycles sera plus rapide. On a notre approche parentale et on a une approche très classique dans le modèle checking des formules CTL, c'est pas stocker les graphes. Donc, pourquoi on stocke encore les parents? L'approche no graphes, qu'on ne stocke pas les graphes, elle est intéressante si on est capable de régénérer la relation inverse d'une transition. Mais ça c'est vrai si on travaille par exemple avec des réseaux de Petri standards. Mais si on travaille avec des classes d'états plus complexes, par exemple avec les temps et avec les données, ça c'est pas tout à fait évident. Déjà, notre approche parentale, elle est intéressante parce qu'elle marche pour n'importe quelle classe de système. Bon, on continue ici. Je vais vous donner juste l'accélération de notre graphe inverse parent. Il accélère bien. Bon, cette formule ici, c'est juste une formule d'accessibilité en gros, c'est safety. Mais les autres formules, on a besoin de détecter des cycles et on voit qu'il accélère bien. Mais comme notre benchmark est assez riche, on a des modèles très différents. Et on a testé aussi des formules différentes et on a vu qu'on a des comportements différents pour notre algorithme. Par exemple, quand l'étape de détection des cycles elle est courte, les algorithmes parentaux et nos graphes ils sont même plus rapides que les reverses. Pourquoi? Parce que la phase d'exploration ici, on fait moins d'accès de la mémoire, parce qu'on stocke jusqu'en transition par état et pas toutes les transitions. Et donc la phase d'exploration elle est plus rapide et ça va compenser la perte de performance qu'on a dans la détection des boucles. Mais par contre, quand on a la détection des boucles, la phase de détection des cycles, elle est grande. Ça veut dire qu'on a besoin de faire un parcours jusqu'à la racine. Déjà, l'accélération qu'on a, les temps d'exécution, il est plus long que les temps d'exécution en reverse. Ces exemples ici que je vous montre, c'était fait avec, on a utilisé les 16 threads de la machine, toute la puissance de la machine. Pour cet exemple PEG solitaire 33, ça fait autour de 160 millions d'états. Maintenant, je vais vous donner un exemple pratique. Pourquoi c'est intéressant de stocker que les graphes par an? On a fait un autre exemple avec le PEG solitaire européen, qui a 37 PEG, et ça fait autour de 3 milliards d'états. Pour stocker les états, on a besoin d'autour de 15 gigas. Mais déjà, pour stocker les transitions et toutes les graphes de cet espace d'état, on a besoin de 1240 gigas. Si on prend juste un byte, 8 bytes, un pointeur par transition. Et on n'a pas toute cette mémoire. Donc les graphes reverse, il n'est pas capable de faire cette vérification-là. Mais on était capable de le faire avec le graphe inverse parent. On a testé juste une formule, c'est que tous les chemins finissent par un état mort. Et en 5 heures à peu près, 1 heure d'exploration et 4 heures et demie de détection des cycles. Juste une parenthèse, pourquoi c'est intéressant vraiment cette approche des graphes parentales? Elle a le même effet en termes de mémoire. Si on pense à une approche d'ordre partiel des ensembles dormants, parce qu'un ensemble dormant, on stocke en mémoire aussi qui est quelques transitions, on ne stocke pas toutes les transitions, mais on stocke tous les états. Bon,
Pour les conclusions, on a proposé une approche pour le modèle checking de formule CTL optimisée pour les cas que la formule est vraie. On cherche toujours à avoir de l'accélération quand la formule est vraie. Et on a un gain en mémoire. C'est intéressant là dans ces cas parce qu'on a proposé un algorithme qui va directement sur l'aspect critique du modèle checking, c'est la mémoire. Et pour les travaux futurs, on cherche à faire des analyses avec des classes d'état qui demandent plus de pouvoirs de calcul, par exemple ajouter les temps, et aussi supporter les CTL complets. En fait, pour supporter les CTL complets, on a déjà tout qu'il faut parce que c'est un algorithme basé avec une approche classique. C'est pas trop compliqué de supporter toutes les imbrications des opérateurs CTL. Maintenant, je vais vous présenter la dernière partie de ma thèse, c'est la vérification probabiliste. Pour la vérification, d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire vérification probabiliste. Bon, l'idée principale, c'est pas stocker l'état, stocker juste une valeur de hash. Pourquoi c'est efficace? Si on pense qu'il y a des fois qu'on a des états qui prennent même 1 méga, arrivent à 1 méga ou même plus, si on stocke un hash, on est en train de stocker 64 bits par exemple. Donc on est capable peut-être d'explorer un espace d'état qu'on n'était pas capable avec une approche exhaustive. Le problème, c'est que cette approche elle est intéressante que pour trouver des bugs. Elle n'est pas intéressante pour assurer qu'un système il est libre des erreurs, qu'il n'a pas d'erreurs, parce que comme on a une perte d'information, on ne stocke qu'une valeur de hash pour avoir des collisions. Bon, on va parler beaucoup de couverture de système, plutôt ça veut dire la probabilité d'omission. C'est la probabilité de ne pas trouver un état donné dans les systèmes. D'abord, les solutions qu'on a dans ce domaine, l'état de l'art, ils sont basés sur deux structures de données. D'abord, le Bloomfilter qu'on a parlé avant, et le hash compact. Le hash compact, l'idée, c'est juste d'utiliser une table de hash qu'on ne stocke pas l'état, on stocke juste le hash. Bon. Ces solutions, on peut les dire, sont complémentaires. Ça veut dire, si on a une bonne estimation de l'espace d'état, on sait à peu près le nombre des états qu'on a, et on a une quantité plus élevée des nombres de bits par état, de mémoire par état, le hash compact donne la meilleure solution. Si on n'a aucune estimation et on a très peu de mémoire, c'est très intéressant d'utiliser un Bloomfilter avec 2 clés, parce que dans ces cas, l'impact c'est 2 bits par état. En termes de mémoire, il est très efficace. Et sinon, si on a une estimation à peu près et on a un peu plus de mémoire, on peut utiliser un Bloomfilter avec un nombre de clés plus élevé pour avoir une précision plus élevée. Ça veut dire avoir une couverture de cet espace d'état meilleur, avoir la chance de rater moins d'états. Avec mes exemples après, ça sera plus clair. Bon, qu'est-ce qu'on propose dans ce domaine? On propose une structure qu'on appelle Bloom Table, qui c'est en fait un Bloomfilter enrichi. Les problèmes de Bloomfilter, bon, c'est pas un problème, mais quand on a des faux positifs en Bloomfilter, la difficulté de savoir que c'est un faux positif, c'est parce qu'on a que des bits. Et quand on a que des bits, on n'a aucune information attachée à ça. Notre idée, c'était, au lieu de stocker des bits, on va stocker des petits mots. Comme ça, on a une information en plus pour savoir si c'est vraiment un faux positif. Notre structure, elle donne une meilleure couverture. L'avantage avec un Bloomfilter, c'est qu'on n'utilise pas un nombre élevé de clés. Donc, on est capable, on gagne, il y a un gain en question de temps d'exécution. Bon, les paramètres de problème, pour bien placer les problèmes, c'est chercher la meilleure probabilité d'omission, la plus petite possible, et le meilleur temps d'exécution. Un temps d'exécution pas élevé. Et comme montrer qu'est-ce qu'on a, c'est la mémoire totale disponible et les nombres d'états. Si on sait la mémoire et les nombres d'états, on peut avoir un peu on sait à peu près combien de bits qu'on peut dépenser par état. Dans ces cas, si on a plus de 40 bits, le hash compact c'est le plus intéressant. Si on a moins de 16 bits, le Bloomfilter c'est plus intéressant. Et nous, on va placer les Bloom Table entre 16 et 40 bits. L'idée, c'était, au lieu d'utiliser un Bloomfilter avec plusieurs clés, on utilise un Bloom Table. Bon, je vais vous montrer comment ça marche le Bloom Table. On a encore les deux paramètres de Bloomfilter, c'est les tailles de cette vecteur. Maintenant, on stocke des mots et pas des bits. On a encore l'autre paramètre, c'est le nombre de clés. Mais maintenant, on a un paramètre en plus, que c'est cette fonction qu'on appelle key. L'idée, c'est que cette key,
on va insérer ces numéros dans le Bloom Table. Après, pour savoir si un élément fait partie ou pas de cette structure, il faut qu'on soit capable de récupérer cet numéro. Bon, comment on fait? D'abord, on va partitionner ça par le nombre de clés. Et chaque clé va nous donner une position d'un Bloom Table. Et là, on va insérer ces mots, cette key dans le Bloom Table. Après, si on a besoin de savoir s'il fait partie, il suffit qu'on soit capable de récupérer ces mots. On appelle ça une insertion complète. Le problème, c'est qu'on peut tomber avec des insertions qui ne sont pas complètes. Ça veut dire qu'on n'était pas capable d'insérer cette key dans le Bloom Table. Et aussi avec des situations qui n'étaient pas possibles, qu'on n'était pas capable d'insérer aucune partie de cette key. On a un quatrième cas qu'on appelle false positif, qu'on ne peut rien faire. C'est la même situation de Bloom Filter, qui est, vous savez, un élément, on est capable de récupérer sa key depuis la structure. Bon, qu'est-ce qu'on a fait pour résoudre ce problème? On a fait un couplage avec une table à débordement. L'idée, c'est que tous les éléments incomplets et pas possibles, on va les envoyer vers une table à débordement. Pourquoi on a fait ça? Parce que comme ça, on peut garantir une probabilité d'omission basse. Parce qu'on ne peut pas garantir la même probabilité d'omission pour ces deux éléments. Mais comme ici, la mémoire elle est très critique et on ne veut pas dépenser des mémoires avec la table à débordement, c'est à notre intérêt d'insérer le maximum possible d'éléments dans le Bloom Table et envoyer le moins possible à la table à débordement. Qu'est-ce qu'on a fait pour résoudre ça? On a pris un peu l'idée des tables de hash, c'est d'avoir une stratégie limitée de F tentatives aussi. Donc, par exemple, l'élément X qu'on n'était pas capable d'insérer avant, la première position elle était déjà occupée, on va essayer une nouvelle fois pour essayer cette partie du mot-là jusqu'à FSA. Par exemple, donc dans ces cas, l'élément, l'insertion elle devient complète. On fait pareil pour l'élément Z. Voilà. Là, d'abord, on n'était pas capable d'insérer sa première partie, la première partie de sa key, les 5. On va trouver une nouvelle position. Après, on fait pareil pour la partie 6. Et on a trouvé, dans ces cas aussi, l'élément qu'avant n'était pas possible d'insérer, ça devient possible. On a calculé la probabilité. Elle est un peu compliquée, je ne vais pas passer beaucoup de temps ici, je vais vous montrer les résultats directs. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'ici, c'est la probabilité qu'on en a f égale à 0. Ici, on a la probabilité qu'on augmente le nombre de chances, f égale à 9. On voit que la probabilité d'omission, elle devient moins bonne. Et donc, il faut trouver une bonne valeur pour f, qui on est capable d'envoyer les moins possible d'éléments vers la table à débordement. Et aussi, on a une bonne probabilité d'omission. Bon. Je vais vous montrer les résultats. Les critères d'analyse ici, c'était le temps d'exécution, l'empreinte, la mémoire et la couverture, la probabilité d'omission. Combien d'états on a raté dans le système. Bon, pour commencer avec le Bloom Filter, on a fait des essais avec 2, 5 et 8 clés. On a eu une probabilité d'omission de 10 puissance moins 5. En gros, ça veut dire qu'on a raté entre 700 millions d'états. On a raté 2500 états. Et on a pris autour de 146 secondes. On regarde la différence entre utiliser 2 clés et 5 clés déjà. Au lieu de rater 200 000 états, on a raté 2500. Avec un Bloom Table, là, avec 2 clés, on a raté 685 états et on a pris 88 secondes, à peu près moitié du temps de Bloom Filter. Et aussi, bon, le nombre d'éléments envoyés vers la table de débordement, c'était très bas, c'était 960. Entre 7 et 70 millions. Bon, on regarde ici que si on augmente le nombre de F, on va baisser le nombre d'éléments rejetés. La probabilité d'omission, elle devient un peu moins bonne, mais après, dans ces cas, elle est stabilisée. Par rapport à notre étude théorique, ces résultats, il est pertinent. Notre étude théorique, juste un commentaire, ces deux essais, il était fait avec la même mémoire. On a pris la même mémoire pour le Bloom Filter et la même mémoire pour le Bloom Table. Bon, ici, notre étude théorique, c'était qu'il y a un Bloom Table avec 2 clés. On a besoin à peu près d'un Bloom Filter avec entre 5 et 6 clés au moins pour avoir une probabilité proche. Et là, on voit qu'on a besoin de plus de 5 clés pour avoir un résultat meilleur que les Bloom Table. En fait, notre étude théorique qu'on a mis dans le manuscrit, c'est plutôt un upper bound pour la probabilité de Bloom Table. Bon, les conclusions. On propose
une structure de données une structure de données probabiliste qui elle donne un gain en temps par rapport au Bloomfilter qu'on en a besoin d'utiliser plusieurs clés. Le Bloomfilter il est toujours le plus performant si on a très peu de mémoire et aucune estimation. Mais si on a à peu près une estimation, on cherche à utiliser un Bloomfilter avec plusieurs clés, on peut utiliser Bloomtable et on aura un gain en temps. Pour les travaux futurs, on s'intéresse à tester des formules les plus complexes parce qu'avec cette implémentation-là, on peut juste tester des formules plutôt d'accessibilité. Pour les conclusions, maintenant je vais vous donner les conclusions de la thèse. D'abord, pendant tous nos travaux, on a cherché cette approche boîte noire, aucune restriction sur la classe des systèmes que nos algorithmes marchent. Ça veut dire que n'importe quel type de formalisme, n'importe quel type de système, on cherche à avoir une accélération et aussi un gain en mémoire pour le modèle checking par exemple. Et aussi pas de contraintes sur la distribution de travail. On a essayé de mettre en place un algorithme qui cherche la meilleure utilisation possible de la machine. Pour les contributions, d'abord c'est la contribution pour l'espace d'état. On a donné une approche efficace en temps et mémoire. On dirait performant par rapport à des autres outils, même parce qu'on a testé avec un tableau Intel pour savoir où on était par rapport à des approches industrielles, on va dire. Modèle checking en parallèle, on a donné un algorithme qui propose un gain en mémoire. Et comme j'ai dit, pour valider cette idée, je peux mentionner l'approche des ensembles dormants d'ordre partiel qui cherche aussi à enlever des transitions et pas dépenser les mémoires dans la transition. Dans notre cas, ça marche pour n'importe quel type de système. On n'a pas les mêmes gains en temps que cette approche, mais on a les mêmes gains en mémoire. Et pour la vérification probabiliste, on donne une solution intermédiaire pour utiliser entre les Bloomfilter et les hash compacts. Pour les travaux futurs, d'abord, on cherche à utiliser cette approche de verrouillage paresseuse. L'idée, c'est qu'on va utiliser le tableau de localisation pour savoir si un processeur il peut prendre un lock sur un tableau complet ou pas. L'idée, c'est utiliser moins de mémoire avec ça. Pour les modèles checkés en parallèle, on va tester les temps et aussi les CTL complets. Et pour la vérification probabiliste, des travaux futurs, c'est tester cette idée comme une approche complémentaire à l'approche exhaustive. Ça veut dire on laisse l'approche exhaustive en parallèle pour voir si la formule est vraie. Et on essaye de tester, on essaye de développer des algorithmes de vérification probabiliste pour faire la détection précoce des erreurs. Donc, pour trouver des bugs, on utilise un algorithme probabiliste et sinon, on va vers une approche exhaustive pour faire une détection, pour assurer qu'un système n'a pas d'erreur. Bon, je vous remercie. Si vous avez des questions, merci. Voilà, merci. On passe maintenant aux questions en commençant par les rapporteurs. Ok, merci. Alors, d'abord,